Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour DA Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très Il y bien. a la forme, tu as le moral. Oui. Qu'est-ce qui se passe du côté du Real? Ben, vous êtes en train de perdre la main, vous êtes éliminé, non? Non, on n'est pas encore éliminé. Mais disons qu'on a nos chances de nous qualifier pour les playoffs. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ça, c'est le premier tour. Après, il va y avoir des playoffs. Et c'est à l'issue des playoffs que ceux qui vont arriver au terme des playoffs vont basculer en quart de finale. En fait, c'est ça le principe de la nouvelle forme de la Ligue des Champions. Donc, ce qui est clair, c'est qu'au début, il faudrait d'abord se qualifier pour les playoffs. Or, au regard des résultats, eh ben, il devient de plus en plus difficile. Il va devenir de plus en plus difficile au Real de pouvoir se qualifier pour les playoffs. Grosso modo, c'est ça. Mais là, c'est chaud, Mbappé, il perd les pédales. Non, comme tout joueur, bon, écoute, il est encore jeune, il a 26 ans. Il est au creux de la vague. Il est au creux de la vague. Ça arrive à tout le monde. Je ne le défends pas, même si, pour moi, je considère qu'il arrive au Real au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où vraiment, en tant qu'athlète, il n'est pas en capacité d'apporter le plus qu'on attendait de lui. Je pense qu'il aurait signé il y a 2 ans, il y a 3 ans, enfin il y a 2 ans, je pense que ce serait bien. La prolongation de contrat qu'il a faite au PSG, à mon sens, ne lui a pas servi globalement, puisqu'il arrive un peu au Real véritablement éreinté. Bon, maintenant, à la différence d'Eden Hazard, qui lui était un paresseux compulsif, donc on peut espérer que Mbappé, avec beaucoup de soutien de la part du staff technique et de l'équipe aussi, il doit continuer à travailler et il peut sortir de ce creux de la vague là et redevenir le crack qu'on a toujours vu en lui. Voilà. Tonton Lambert, il ne faut pas me suivre. Moi, je supporte des équipes qui gagnent. Donc, non, il me demande finalement, tu supportes qui? Moi, je supporte des équipes qui gagnent. Oui, donc, on repart combien d'années en arrière? On va pas loin. On va 64 ans en arrière. Et on va parler d'un pays, la Mauritanie. La Mauritanie qui d'ailleurs célèbre aujourd'hui ses 64 ans d'indépendance. La Mauritanie a obtenu son indépendance le 28 novembre 1960. C'était une colonie française depuis 1903. C'est un pays qui est situé au nord-est de l'Afrique, qui a des frontières avec le Sénégal, le Mali, l'Algérie et le Sahara occidental. Et donc, c'est un pays qui est parmi les plus vastes du monde. C'est le 29e pays le plus grand en termes de superficie. Il fait 1 700 km². C'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais les 2 tiers sont dans le Sahara. Donc, le 2 tiers du pays sont désertiques. Il y a une petite population, à peine 5 millions d'habitants. En Mauritanie, il n'a que 5 millions d'habitants. Oui, sur un territoire de 1 million de kilomètres. Oui. Ils n'ont que 5 millions d'habitants. Et cette population est multiple et variée. Cependant, et c'est important que je parle d'abord de la population pour revenir à l'événement dont nous allons parler. Il faut savoir qu'il y a 5 millions d'habitants et il y a 82% de morts, ce qu'on appelle les Mauritaniens blancs. Et il y a aussi donc à peu près 18% de population afro-mauritanienne, qu'on appelait avant les négro-mauritaniens, qui sont constitués notamment des Apoulards, des Soninké et des Wolofs. Ils constituent 18% de la population. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la Mauritanie ou sur la sociologie de la population mauritanienne, mais il faut savoir que ces minorités-là ont toujours, au cours de leur histoire, étaient l'objet de graves discriminations liées en partie à l'histoire, parce qu'il faut savoir que ces populations des minorités-là sont les descendants d'esclaves qui avaient été emmenés là par les Arabo-Mauritaniens, les Mauritaniens blancs. Et donc, le poids de l'histoire a fait que même après l'abolition de l'esclavage, même après l'indépendance, ces populations-là restent en très grande partie discriminées par la grande majorité de populations mortes. Et c'est ce qui va se passer notamment le 28 novembre 1990, lorsque 28 militaires afro-mauritaniens vont être exécutés sommairement par leur hiérarchie à Inal. C'est une ville qui est située dans l'ouest du pays. Ce massacre qui est, comme je l'ai dit, véritablement symptomatique des violations des droits de l'homme, des droits humains que subissaient les minorités afro-mauritaniennes, s'est déroulé dans ce que les Mauritaniens appellent le passif humanitaire ou encore les années de Brest. Parce qu'il faut savoir que
durant les années 80, la Mauritanie est dirigée par une junte militaire qui a à sa tête le colonel Maouya Ould Sid Ahmed Taya. Et durant cette période militaire-là, eh ben, la Mauritanie est particulièrement, on voit particulièrement durant cette période-là, ces fortes discriminations à l'égard des minorités noires. Il faut savoir que tout part de 4 ans auparavant, en 1990, plusieurs cadres d'un parti politique qu'on appelle les Forces de libération africaine de Mauritanie, la FLAM, qui est un mouvement d'opposition qui avait été créé clandestinement en 1983, vont publier un manifeste intitulé « Manifeste du négro mauritanien opprimé ». Alors, à l'intérieur de ce manifeste, qu'est-ce que ces militants-là dénoncent? Ils dénoncent à travers ce livre donc, les persécutions que les populations négro-mauritaniennes subissent. Et donc, à la suite de la publication de ce livre, eh ben, le gouvernement de l'époque va donc déclarer, notamment le 28 octobre 1987, avoir découvert et empêché l'exécution d'un coup d'État fomenté par une cinquantaine d'officiers alpourènes, des Alpoulas, parmi lesquels vont justement signifier parmi lesquels vont justement, on va retrouver les signataires du manifeste du négro-mauritanien opprimé. Et à partir de là, ces hommes-là vont être arrêtés et à la suite d'un procès qui va être expéditif devant une cour spéciale de justice, eh ben, 3 de ces signataires-là vont être condamnés à la peine capitale le 3 décembre 1987 et seront exécutés sine die, donc 3 jours plus tard. Alors, donc, c'est à partir de cette période-là que l'on va parler, c'est le début de la période qu'on appelle le passif humanitaire. Et cette période-là, qui dure en réalité de 1989 à 1991, va être une période où particulièrement les négro-mauritaniens vont être visés par ces formes de discrimination-là. Et cette période-là reste encore caution à débat aujourd'hui, puisque, évidemment, comme je l'ai dit, à partir de 89, donc soi-disant, à partir de l'exécution de ces 3 officiers, et à partir de 1989, on va entrer donc dans la période qu'on appelle le passif humanitaire, parce que l'exécution de ces 3 signataires du manifeste du négro-mauritanien va être le prétexte pour le gouvernement militaire de l'époque pour lancer une vague de répression à l'égard des négro-mauritaniens. Et le point culminant va être qu'en 1989, sur la base d'un fallacieux prétexte d'incidents transfrontaliers, les autorités mauritaniennes de l'époque vont expulser plus de 60 000 Afro-Mauritaniens vers le Mali et le Sénégal. Et dans le même temps, il faut savoir qu'environ 3 000 militaires afro-mauritaniens seront mis aux arrêts entre octobre 90 et mi-janvier 91. Selon les estimations, on pense également qu'entre 500 et 600 d'entre eux seront exécutés ou décéderont de suite de torture. Et le point culminant de cette période sombre de l'histoire mauritanienne, à travers cette répression, est bien évidemment le massacre d'Inal, lorsque 28 soldats noirs seront pendus dans la nuit du 27 au 28 novembre 1990 à l'intérieur d'un camp militaire situé dans cette ville-là. Il faut savoir que le camp d'Inal donc, est situé non loin de la frontière avec le Sahara occidental et ce camp-là de triste mémoire aura malheureusement joué un rôle majeur dans la réalisation de purges au sein de l'armée, où la majorité, où on va extirper quasiment des rangs de l'armée les officiers noirs de l'armée mauritanienne. Il faut savoir que durant cette période, rien que dans le camp d'Inal, on estime qu'environ 250 soldats négro-mauritaniens vont y être transférés. Et sur ces 250 soldats transférés, seuls 96 reviendront vivants de ce camp-là, c'est-à-dire véritablement la répression extrêmement forte que les négro-mauritaniens avaient subie à l'intérieur de ce camp. Mais il faut savoir que, évidemment, ces massacres vont se faire de manière silencieuse, sans que véritablement la communauté internationale ou la communauté d'abord nationale n'en soit informée. Les premières informations justement sur ces exactions ne vont émerger qu'à partir de 1991, à partir du moment où les prisonniers qui avaient survécu vont bénéficier d'une grâce présidentielle. Et donc, à partir de là, à l'occasion, à partir de là, un certain nombre de ces survivants-là vont saisir un certain nombre d'associations, dont la MENA Right Group en Mauritanie, et
grâce à le soutien de cette ONG-là, la MENA Rights Group, les survivants du camp d'Inal vont permettre la publication d'un rapport qui sera rendu public sur l'absence de volonté de la part du gouvernement d'accorder justice à ces négro-mauritaniens-là qui avaient vu leurs droits spoliés, qui avaient subi de graves violations de leurs droits durant cette période du passif humanitaire-là. Et donc, dans un premier temps, que va faire le gouvernement mauritanien? Il va nier en bloc toutes ces accusations, il va nier en bloc l'existence de ces crimes, et dans la foulée, les autorités vont promulguer une loi en 1993, une loi terrible qui s'appelle la loi numéro 13-23. Cette loi-là a la particularité d'accorder l'amnistie aux membres des forces de sécurité pour toutes les exactions ou toutes les infractions qu'elles auraient pu commettre dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions entre le 1er janvier 1989 et le 18 avril 1992, donc disons toute la période du passif humanitaire. Et ces négro-mauritaniens-là, faut de voir que, évidemment, ils ne pourront pas bénéficier de la justice de leur pays, puisque ce texte-là, la loi numéro 13-23, précise particulièrement que toute plainte, tout procès verbal et tout document d'enquête relatif à cette période et concernant une personne ayant bénéficié de cette amnistie sera classé sans suite. Et donc, les négro-mauritaniens à l'époque vont bien comprendre que leur gouvernement n'avait absolument pas la volonté de leur accorder justice, et donc ils vont décider de se tourner vers les juridictions internationales. C'est ainsi que 10 ans plus tard, donc on est là en 2000, la Mauritanie va être condamnée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en raison des graves violations des droits à la vie et des droits à ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants qu'ils avaient fait subir aux survivants d'Inal. Et dans la foulée également, une plainte va être déposée par 2 victimes et elle va en viser particulièrement un officier de renseignement à Djereida dans les années à l'époque qui s'appelait Eli Ould Da, et ce dernier va être arrêté en France en 1989. 5 ans plus tard, il va être condamné par contumace à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Nîmes pour des actes de torture et de barbarie au nom de la compétence universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui estiment qu'ils peuvent, au nom des droits universels que sont les droits de l'homme, se saisir d'une affaire en estimant que les victimes de ces violations des droits de l'homme-là n'ont pas la possibilité de bénéficier de la justice auquel elles auraient droit dans leur pays d'origine ou dans le pays où elles ont subi ces violations-là. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec la France, notamment avec le tribunal de Nîmes, qui avait décidé donc au nom de s'approprier ces compétences universelles et de juger justement cet officier Eli Ould Da. Et donc, il faut savoir que depuis lors, les violations commises durant la période terrible qu'on appelle le passif humanitaire en Mauritanie demeurent encore un véritable tabou national. En dépit des rapports et des appels justement de la part des Nations Unies à essayer de contraindre le gouvernement mauritanien à d'abord abroger la fameuse loi numéro 93-23 afin de permettre maintenant aux victimes de pouvoir se tourner vers la justice de leur pays, de demander d'abord que cette justice reconnaisse la faute de l'État mauritanien et ensuite leur accorde réparation. Or, toujours pour des pesanteurs sociologiques et historiques, le gouvernement mauritanien continue à se murer et refuse d'abord d'abroger cette loi et ensuite d'accorder la réparation aux victimes conformément au droit international. En dépit également des actions menées par des ONG, comme la coordination des organisations des victimes de la répression, la COVIR, ou encore le collectif des orphelins des victimes civiles et militaires, le COVICIM, et également une troisième organisation qui est le collectif des veuves des victimes militaires et civiles des événements de 89 et 91. Ces 3 organisations, par exemple, continuent malgré tout à essayer d'attirer l'attention du gouvernement et de la communauté internationale en organisant des cérémonies mémorielles. Mais malheureusement, dans les faits, il faut savoir qu'à chaque fois qu'elles font une tentative d'organiser une cérémonie mémorielle, celles-ci sont systématiquement entravées. Et donc, même
les députés qui sont issus de ces minorités négro-mauritaniennes qui essaient de prendre des initiatives. Ces initiatives sont malheureusement balayées d'un revers de la main. Il y a une d'entre elles qui s'appelle Ami Saba, qui avait notamment initié un projet de loi qui vise non seulement à abroger la loi numéro 93-23 et instaurer une haute commission pour la vérité et la réconciliation afin d'amener justement le peuple mauritanien, donc la représentation nationale, cette fois-ci, a essayé de se saisir de cette période sombre de son histoire, mais malheureusement, pour des questions encore sociologiques, la grande majorité de l'Assemblée nationale est composée de morts et donc eux refusent toujours d'accorder cette justice-là à cette minorité noire-là. Et donc, on en est là. Aujourd'hui encore, 34 ans plus tard, on a des victimes et les descendants de ces victimes-là négro-mauritaniennes qui ne parviennent pas à obtenir justice. En dépit, parfois, des déclarations de bonnes intentions qui ont été faites par le président Mohamed Ghazouani, qui est le président actuel de la Mauritanie, mais même celui-ci, en dehors de ces quelques déclarations, n'a toujours pas fait le moindre geste en faveur des survivants du massacre d'Inal ou encore de leurs victimes. C'est malheureusement là où nous en sommes encore en Mauritanie. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.